Christophe, c'est à vous. Très bien. Feu. Bonjour à tous. Je vais me présenter. Donc, je suis Christophe Renard, conseiller technique pour les ligues Hauts-de-France et Normandie. Et puis, Yann, tu te Oui. présentes, je te présente. Bonjour à tous. Je m'appelle Yann Wanachen, je suis le conseiller technique des Ligues Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc on va vous présenter les principes d'élaboration d'une planification annuelle, alors plutôt dans un contexte de club. Donc c'est Christophe qui interviendra sur la première partie. Et puis je reprendrai la parole après quand il aura terminé. Voilà. Donc Christophe, je te laisse la main. C'est parti. Ok. Donc, on va, on a détaillé le webinaire en 5 points là. On va parler un petit peu des objectifs d'une planification annuelle. Je vais vous parler des objectifs, je vais vous présenter des documents de référence, parler un petit peu de quelques documents de référence qui sont à votre disposition. Ensuite, Yann, il enchaînera sur la base commune d'élaboration et puis il vous présentera un exemple concret et je reprendrai la main à la fin pour parler un petit peu de l'intégration des gardiens dans la planification annuelle. Donc, l'objectif d'une planification, c'est déjà de maîtriser les principes de l'entraînement. Si vous planifiez, vous allez réussir à maîtriser ces principes-là. Vous allez être en connaissance des exigences de votre activité. Vous allez pouvoir analyser vos joueurs, le public en face de vous, celui que vous devez encadrer sur toute une saison. Bien connaître vos joueurs, du coup, la planification, ça va vous permettre d'avoir cette connaissance de vos joueurs, de pouvoir vous fixer des objectifs, de décider de ce que vous allez faire et quand et comment vous allez le faire, de pouvoir anticiper par rapport aux échéances, à la situation, et puis surtout être capable aussi de réagir selon les difficultés que vous rencontrez ou les situations qui vous sont présentées. Donc, la planification, c'est un processus qui vous amène à décider quoi faire, quand et comment le faire. Évaluer l'efficacité de vos actions, se donner une direction et puis prévoir vos interventions. Je suis allé chercher un petit peu de documentation sur les autres fédérations et puis j'ai trouvé des petites choses un petit peu sympas là. Alors ça c'est une phrase récupérée sur Hockey Québec hein, qui dit ne rien planifier c'est planifier l'échec. Avec cette petite phrase assez intéressante mais assez forte en sens. Si tu n'as que 5 heures pour couper ton bois de chauffage, n'oublie pas de prendre au moins 1 heure pour bien aiguiser ta hache. Votre planification, la planification que vous allez faire pour votre saison, c'est votre hache que vous allez bien aiguiser pour être le plus efficace possible tout au long de toute votre saison de planification. Ensuite, je vais vous parler des documents de référence. Donc, on va parler du guide fédéral de l'école de hockey. Donc, école de hockey U7. On va parler du document DJLT, du développement du joueur à long terme, du jeune joueur à long terme, hein, sur toute la partie technique, développement technique, et puis l'apprentissage des comportements de jeu dans le collectif. Et puis, on finira sur un troisième document assez intéressant aussi, c'est la philosophie d'action. On va commencer par le guide fédéral. Alors, le guide fédéral, là, c'est un document extrêmement complet qui va vous permettre de planifier vos saisons d'école de hockey, que ce soit la première année pour les débutants, que ce soit la deuxième année pour les joueurs U7. Là, ça va vous apporter tout ce dont il est nécessaire pour bien planifier et bien préparer votre année d'école de hockey. Ça va être ce document, il est construit autour des techniques fondamentales. Alors,
les déplacements, l'équilibre, la mobilité, le maniement. Et aussi, il y a tout un tas d'informations et de références sur la vie de club. Alors, des exemples, mais les PFPZ et les tournois. Tout ce qui tourne autour de la vie de club et qui est une partie importante de la planification de vos écoles de hockey. Sur ce document-là, vous allez pouvoir y trouver une planification annuelle, complète, avec tous les éléments, tous les points importants à travailler pour vos jeunes, hein, sur toute une année, avec les cycles et les niveaux d'importance sur vos débutants. Vous allez aussi pouvoir aller chercher une planification générale de votre école de hockey, hein. Planification générale, que ce soit le développement, les événements sportifs, la vie de club, toutes ces petites choses importantes que vous allez pouvoir préparer et planifier tout au long de votre saison. Vous allez pouvoir aussi y trouver un paquet d'informations, comme c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si vous travaillez à 2, 3, 4, 5, 6 ateliers. Il y a plein de propositions de mise en place dans ce document-là qui peuvent vous aider à organiser vos séances d'école de hockey. Il y a aussi énormément d'éducatifs. J'en ai pris un au hasard pour vous montrer, mais il y a énormément d'éducatifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer, hein, sur votre planification. Ça va vous donner des idées, des points de travail. Il y a un nombre d'éducatifs assez impressionnant sur ce document-là qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup d'aide là, au cours d'une saison complète sur votre école de hockey. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu ce fameux document, le DJLT. Là, c'est un document dans lequel vous allez retrouver une planification annuelle avec les points techniques et les priorités. Et puis un deuxième document dont on parlera un petit peu aussi, c'est l'apprentissage des comportements dans le jeu collectif. Sur ce document-là, sur le DGLT, vous avez une planification qui vous est proposée là, avec des ordres de priorité, tous les points techniques fondamentaux, ainsi que tous les points techniques spécifiques. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ce document-là pour préparer votre planification. Vous allez retrouver cette planification. Je vous ai mis cette diapo parce qu'elle est intéressante. Sur la planification qui est proposée, vous avez tous les points importants de développement, les fiches techniques, et je vais essayer je vais prendre le pointeur laser, voir si ça fonctionne. Et là où il y a les petites informations éducatives là, si vous cliquez dessus, vous avez un lien directement, ça vous emmène directement sur les vidéos, sur les vidéos techniques qui vous seront proposées pour travailler chacun de ces points clés. En cliquant donc si je reviens un petit peu, en cliquant sur l'indicatif position de base, par exemple, vous allez arriver à cette vidéo-là, vidéos de référence, là, avec, il y a plusieurs vidéos à chaque fois, souvent il y a plusieurs vidéos de proposées. Et puis, il y a les points clés qui sont précisés, et puis les correctifs que vous pouvez éventuellement venir chercher. Donc, ce document il est assez complet, très bien fait, et puis c'est vraiment une base de données assez importante qui va pouvoir vous apporter des idées, des différents exercices, des choses dont vous pouvez avoir besoin pour étayer un petit peu votre planification. Ensuite, il y a un deuxième document, c'est l'apprentissage des comportements de jeu dans le collectif. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques années, que Lionel nous a présenté, qu'on a mis en place il y a quelques années sur une réunion, sur un colloque PES. Et puis, je sais que moi à l'époque, j'étais à Rouen, et puis je l'avais mis en place
dans mon club avec mes U9 et c'est vraiment quelque chose qui avait assez bien fonctionné. Donc, c'est un principe de base sur identifier des zones. J'ai l'animation complète. Donc, délimiter 2 zones, une zone offensive, une zone défensive. J'ai parlé un peu plus vite. Donc, avec un déplacement nord-sud et un axe central qui coupe l'aire de jeu en 2 demi-glaces. Il y aura un côté palais, côté opposé au palais, les différents déplacements, occupation des espaces, 3 joueurs dans la demi-glace côté palais, le joueur le plus proche qui va directement au palais, le deuxième joueur le plus proche qui va en soutien et le joueur le plus éloigné, le troisième qui est à l'opposé du palais. Je pense qu'il y a un petit... Je vais revenir un petit peu dessus. Donc voilà, l'idée c'est tous les joueurs doivent se trouver dans la zone offensive. Donc là, on est vraiment sur le joueur le plus loin et le joueur qui est proche du palais, le deuxième en soutien et le troisième qui va venir circuler un petit peu et le quatrième qui est à l'opposé du jeu. Ça c'était pour le document les documents apprentissage du jeu collectif. Ensuite, il y a le troisième document là, il est assez complet. Il y a pas, il y a une partie qui va vous aider sur la planification, mais c'est sur le document philosophie d'action là, il y a vraiment la découpe. Là, on dit le dosage des grandes familles d'apprentissage par catégorie, hein, et ça va vous aider dans votre contexte d'entraînement. Selon vous soyez sur, vous encadriez l'école de hockey, les U9, les U11, c'est la priorité que vous allez mettre sur les habiletés motrices par rapport aux catégories que vous encadrez. Donc, il y a vraiment un roadbook là du contexte d'entraînement et puis du dosage que vous allez mettre sur les points à travailler selon les catégories que vous encadrez. Et puis, cette fameuse une feuille de route qui va vous montrer un petit peu la voie, le chemin à suivre selon les catégories que vous encadrez, entre les objectifs pour chacune de vos catégories, l'importance des comportements et des gestes individuels, et puis la partie collective. Là, tout est très clair et très détaillé, savoir à quel moment on met l'emphase sur les gestes techniques, à quel moment on insiste plus sur quelle catégorie on insiste plus sur les habiletés motrices, la notion de collectif, c'est d'abord du jeu et du plaisir, et puis au fur et à mesure on commence à apprendre les comportements de jeu et ainsi de suite. Et puis l'optimisation, je vais fermer. L'optimisation de ces temps de travail, hein, l'emphase que vous allez mettre sur l'habileté, sur les gestes techniques, selon vos catégories, là, le pourcentage que vous allez mettre sur les différents points techniques. J'ai fini pour la présentation des documents références et je vais laisser la main à Yann. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon, merci Christophe. Alors, donc, moi, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous parler des bases communes d'élaboration d'une planification. Donc, avant tout, bon, je vois qu'il y a des entraîneurs qui sont assez chevronnés là, dans l'auditoire. Je n'ai pas du tout la prétention de vous apprendre à comment faire une planification, mais j'aimerais que vous voyez ça plutôt comme un retour d'expérience. J'ai débuté à un moment donné, tout comme tout le monde ici, et il a fallu que
une fois qu'on m'a donné les clés de la catégorie, il a bien fallu en faire quelque chose. Donc, j'ai essayé de construire quelque chose et je vais vous présenter donc, mon cheminement. Surtout qu'à l'époque, il n'existait pas tous les documents de référence que Christophe vous a présentés et qui sont utiles maintenant pour tous les entraîneurs qui veulent se mettre à construire une planification de catégorie. Le premier point que j'ai noté, c'est la planification de club. Alors, en fait, quand vous construisez une planification de catégorie, comme vous l'a présenté Christophe à travers le document des JLT, le développement du joueur à long terme, vous avez pu voir en fait que pour chaque catégorie, en fait, la direction technique a identifié certains points à travailler, que ce soit au niveau de la technique individuelle, que de la technico-tactique ou des principes de jeu collectif. Et que pour chaque catégorie, en fait, ça doit s'inscrire sur un plan plus large, qui est donc évidemment donc, le développement du joueur sur l'ensemble de son cursus, en fait, tout simplement. L'idéal serait que chaque club puisse faire une planification de club, c'est-à-dire partir d'un document comme le DJLT et se l'approprier avec sa propre vision aussi du développement, sa sensibilité du développement, pour peut-être mettre l'emphase sur certains points, pour développer certains types de joueurs en fonction de ce qui est préconisé dans le club. Mais l'essentiel, voilà, c'est que votre planification de catégorie puisse s'inscrire dans ce plan plus large qui est donc la planification de club. Le point suivant, c'est s'appuyer sur l'existant parce que, en effet, il existe beaucoup déjà de documents et de planification. Donc, il y a tous ceux que vous a présenté Christophe avant et qui sont les documents émanant de la direction technique. Il en existe aussi d'autres, quand on cherche un petit peu, il en existe aussi d'autres, mais bon, ce sont nos référentiels de base pour la Fédération française de hockey sur glace. Et je pense que ça ne sert à rien de vouloir réinventer la poudre quand on prend une catégorie, quand on veut planifier, faire une planification annuelle d'entraînement, et il est bon de s'appuyer vraiment sur l'existant. En tout cas, donc, moi, c'est la démarche que j'ai eue quand j'ai été embauché au Club d'Amiens en 2009-2010. J'ai été frappé à la porte de quelques entraîneurs, j'ai été chercher quelques documents sur Internet, puisque je rappelle que tous ces documents n'existaient pas. Donc, j'ai réussi à monter quelque chose à partir de ça. Mais voilà, il ne faut vraiment pas... c'est pas un aveu de faiblesse que de s'appuyer sur quelque chose d'existant. Voilà, je pense que c'est bien de partir de cette démarche. Quoi qu'il en soit, tout ceci, vous allez devoir le remettre dans votre contexte d'entraînement. Alors, définir le contexte d'entraînement, c'est quelque chose qui est, à mon sens, primordial quand on veut faire une planification. Ça permet de poser en fait les bases et de voir un petit peu de où vous partez et où vous voulez aller, et de pouvoir adapter en fait tous vos contenus. Bon, tout d'abord, la première question à se poser, bien évidemment, c'est quelle catégorie j'entraîne et donc quels sont les items en fait que je vais avoir à travailler. Quel est mon nombre de joueurs dont j'ai à ma disposition sur la catégorie et que je vais devoir entraîner. Quel est mon volume annuel de glace? C'est important. Je trouve ça intéressant de se poser la question de savoir, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au nombre d'entraînements que vous avez à votre disposition pour entraîner une catégorie sur une saison. Grosso modo, si on part sur une saison qui va de septembre à fin mai, voire peut-être début juin, à raison de 2 créneaux par semaine, et sans tenir trop compte des vacances scolaires où on est peut-être en programme allégé, où il y aura peut-être moins de monde, on est entre 50 voire 60 entraînements sur l'année. Donc ça, je trouve que c'est bien de savoir où on met les pieds et de savoir à peu près quel est notre volume, quel volume on va avoir à notre disposition. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir comment sont répartis ces entraînements sur la semaine, combien vous en avez par semaine et comment ils sont répartis, parce que ça peut avoir une influence sur les différents thèmes que vous allez travailler et sur la façon dont vous allez écrire vos exercices. Si vous avez des entraînements qui sont groupés, si vous avez par exemple 2 séances d'entraînement qui sont le mardi et le mercredi, peut-être que vous allez construire vos entraînements différemment plutôt que s'il y a 1 ou 2 journées de repos entre les 2 entraînements. Donc, c'est intéressant dans la planification d'en tenir compte et d'y faire attention.
Quel encadrement j'ai à ma disposition aussi. Vous n'allez peut-être pas travailler de la même façon si vous êtes tout seul pour entraîner 35 joueurs que si vous êtes 5 ou 6. Donc, dans votre démarche de création d'exercice, ça a une importance. Le volume de joueurs que vous avez par entraînement, vous pouvez faire le choix selon les clubs. S'il y a des clubs qui ont des gros volumes de joueurs, soit de prendre des demi-groupes, soit alors de prendre des groupes entiers. Donc, c'est bien de savoir un petit peu combien je vais avoir de joueurs par entraînement. Et les séances de hors-glace, je pense que c'est une bonne chose aussi de faire un lien entre les séances de hors-glace et la glace. Déjà au niveau des thématiques, si vous avez une idée, si ce n'est pas vous qui faites le hors-glace, ou même si c'est vous, de relier en fait les thématiques du hors-glace et celles de la glace, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant dans leur développement. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est le fait de savoir ce qui est fait au hors-glace. S'ils sont positionnés juste avant l'entraînement glace, peut-être que s'ils ont fait, par exemple, sur une grande catégorie, sur du U17, s'ils ont fait une grosse séance d'endurance et de lactique, peut-être que si vous avez programmé un entraînement de patinage derrière, ça risque de coincer un peu. Donc, c'est bien d'en tenir compte aussi dans la planification. Il y a d'autres items en fait qu'on peut rentrer dans le contexte, comme le volume de match et le positionnement des matchs. Alors, le volume de match et le positionnement des matchs, c'est surtout pour quand on entraîne et quand on fait une planification pour une catégorie de compétition. Alors, ce qu'on appelle catégorie de compétition, c'est les catégories qui sont à partir de U15, c'est U15 et plus. Pourquoi? Parce que ce sont des catégories où même si le joueur est encore en développement, ça reste des catégories où les résultats commencent à compter. On veut challenger les joueurs, on veut leur faire comprendre l'importance de la compétition. Et puis, il peut y avoir des attentes de résultats au niveau de vos clubs. Donc, c'est assez pertinent dans ce cas-là. Ah, désolé, il y a Siri qui s'est déclenché. C'est assez pertinent dans ce cas-là que les matchs, la répartition des matchs apparaissent dans la planification et vous allez pouvoir adapter vos entraînements par rapport à ces matchs-là. Pourquoi on ne les préconise pas dans la catégorie de développement? Parce que dans la philosophie d'action, en fait, ce que l'on pense, c'est que pour les catégories de développement qui sont donc de U13 et moins, le match, on aimerait que vous le perceviez comme faisant partie de l'entraînement, comme étant une extension de l'entraînement et non pas une finalité en soi. Parce que c'est l'occasion, le match, de mettre en application ce qui a été vu aux entraînements la semaine et peut-être pas forcément que sur des éléments tactiques, aussi sur des éléments techniques. Et que le résultat du match sur ces catégories-là ne doit pas être la priorité, mais voilà, peut-être une façon, voilà, comme j'ai dit, de révision, ou alors d'aborder des choses que vous ne voyez pas à l'entraînement, comme peut-être les principes de jeu collectif. Ça peut être une bonne chose aussi. Donc, voilà pourquoi on ne préconise pas forcément de mettre de faire apparaître les matchs dans une planification sur une catégorie de développement. Christophe, tu veux bien me passer la diapo? Merci. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez jeté vos bases de votre contexte sur le papier, maintenant, il faut l'écrire, la planification. Donc, voilà à quoi ça ressemble un petit peu, voilà à quoi ressemblait ma planification. Donc, ça, c'est sur une catégorie 11. Donc, la première chose à positionner, c'est au niveau de la trame, c'est tout ce que vous allez retrouver en ordonnée, c'est-à-dire ce sont les items à travailler. Donc, ces items-là, ils sont à mettre en relation avec la catégorie que vous entraînez. Vous pouvez faire apparaître donc les grandes familles d'apprentissage, comme ici la technique individuelle, la tactique individuelle, ou autrement appelée la technico-tactique, et la tactique collective, ou donc les principes de jeu collectif. Et pour ces grandes familles, définir les différents items sur lesquels vous allez mettre l'emphase en fait sur la saison. Donc là, vous voyez par rapport au DGLT, je ne sais pas si vous avez déjà eu le DGLT en main, mais la liste des apprentissages techniques et tactiques est beaucoup plus longue que celle que vous voyez à mon écran, parce que j'avais fait le choix de regrouper en fait les différents items en grandes familles, et après sur un autre document que je vous montrerai après, je détaillais un petit peu plus, mais c'était pour que ma planification soit plus lisible. J'avais fait ce choix-là. Et une fois que donc, tous ces items sont donc à aller chercher donc, sur les documents de référence comme le DJLT, vous avez ensuite une autre composante, c'est celle qui est en ordonnée, c'est la temporalité. Donc, c'est comment vous allez
pouvoir positionner en fait vos différents items à travailler sur une saison. Alors on va dire la finesse peut aller du mois jusqu'à la semaine, voire même au nombre de jours d'entraînement, hein, pour le nombre de casques que vous allez avoir à mettre. Ça dépend de votre sensibilité et de votre vision des choses. Hein, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ça va vous permettre aussi la temporalité de pouvoir définir vos macrocycles, donc qui sont des grands ensembles d'entraînement avec une thématique à dégager. Donc là, sur des U11 et par exemple sur la première partie de saison, septembre-octobre, qui est un moment de reprise. Donc moi, ma thématique, c'était un retour aux fondamentaux. Donc j'ai mis l'emphase, sur tout ce qui est technique individuelle sur ce mois-ci. Voilà. Donc les macrocycles, généralement, on les borne aux vacances scolaires puisque ça permet aussi de faire des coupures et donc de passer à des thématiques différentes. Mais ça peut être borné par d'autres choses, hein, bien évidemment. Et ensuite, donc vous définissez vos microcycles, ce qui revient après donc à pouvoir remplir votre planification avec les thèmes en fait que vous voulez apprendre. Donc, ce remplissage de planification, donc c'est le placement des items dans le temps. Il se fait donc en fonction du contexte que vous avez donc défini, en fonction de la temporalité que vous avez aussi définie. Une des premières choses sur lesquelles, que je faisais, moi, c'était d'abord placer les périodes d'évaluation. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les évaluations. Je sais que dans la mouvance actuelle des entraîneurs, en fait, on se calque un petit peu sur ce qui est fait à l'école et que les évaluations sont parfois prises vraiment avec des pincettes et peuvent faire peur aux entraînements parce qu'on a peur de mettre les joueurs devant une situation d'échec ou quoi que ce soit. L'évaluation, en fait, ça va être un allié dépendamment de ce que vous en faites. C'est surtout un allié pour vous parce que moi je pense que c'est important parce que ça vous permet en fait de vous évaluer vous et la pertinence de votre planification. Alors évidemment ça passe par l'évaluation des joueurs, mais vous pouvez d'abord voir ça comme un moyen d'évaluer en fait la pertinence de votre planification. Après, ce que vous allez en faire au niveau des joueurs, ça dépend voilà, de votre vision, de votre sensibilité, des directives de club. Et vous n'êtes pas forcément obligé de leur restituer sur les résultats des tests. Mais au moins, ça peut vous servir. Je pense qu'il est important de mettre en place 3 périodes, une au tout début, une à la fin et une intermédiaire, on va dire. Celle du début, on a eu un petit peu le débat avec les DE quand on a présenté la planification. Mais moi, je pense que, à mon sens, je pense que c'est bien de de mettre la première période d'évaluation voire à la première, voire à la deuxième semaine d'entraînement. Ne pas prendre le parti de leur laisser un mois avant de faire l'évaluation, pour la simple et bonne raison que si vous placez votre première période d'évaluation à début octobre, en fait, votre mois de septembre, vous n'êtes pas en mesure de l'évaluer. La pertinence de votre planification sur septembre, vous ne pouvez pas l'évaluer. Donc, c'est peut-être un peu dur de leur mettre sur les premières séances d'entraînement, mais bon, moi, ce que je faisais généralement, c'est que je le mettais sur la deuxième ou troisième séance, le temps de leur laisser juste reprendre le contact de la glace, et puis après, voilà, je mettais cette période d'évaluation. Mais encore une fois, c'est surtout pour vous évaluer vous, donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, s'il y a des compétitions, si vous êtes sur une catégorie de compétition, vous pouvez donc placer les matchs dessus. Ensuite, vous allez définir le nombre de thèmes que vous allez travailler en fait par séance d'entraînement ou par microcycle. Donc, préconise de ne pas trop se perdre et de ne pas trop travailler de même thème à la fois. Mais bon, après, encore une fois, ça va dépendre de votre organisation. Et on dit qu'environ, il faut entre 6 et 8 heures d'entraînement, de travail sur un thème pour voir une amélioration, enfin, pour voir une évolution significative sur un thème donné. Donc, ça reste à adapter aussi, mais voilà ce qui est à peu près préconisé. Au niveau des thèmes, vous allez avoir le choix aussi de pouvoir mettre une cohérence ou pas entre les thèmes. Hein. Donc, soit je fais que de la technique individuelle, ou alors j'essaie de travailler des choses sur le même entraînement qui vont avoir un lien. Voilà ce qu'on peut dire à peu près donc, sur les thèmes. Christophe, si tu veux bien passer. Voilà, donc là, une fois que vous avez votre trame, donc là, je vais vous parler vraiment d'un exemple concret de construction.
C'est une planification pour les U11 que j'ai mis en place à Amiens sur la saison 2015-2016. Donc voilà, donc j'ai noté avant la sortie de la philosophie d'action. Mon contexte était le suivant, donc j'avais 35 joueurs environ en fait cette année-là, j'avais 4 heures de glace hebdomadaires avec 3 heures de glace par joueur, donc puisque j'avais 2 équipes. Les créneaux d'entraînement étaient répartis de cette façon, j'avais le lundi, mardi le groupe entier et je prenais un demi-groupe le mercredi et l'autre demi-groupe le vendredi. Les hors-glace étaient positionnés le lundi ou le mercredi en fonction du groupe où ils étaient, avec donc une heure à chaque fois. Je n'avais qu'un seul aide-entraîneur à disposition. Donc pour le volume, c'était pas facile. Et donc le choix du travail, ça a été surtout en demi-groupe, voire atelier. On découpait en 4 ateliers, mais comme on n'était que 2 sur la glace, la gestion était peut-être un peu plus difficile. Mon document de référence, donc là, j'étais en formation DE, donc ça a été les cours que j'ai reçus sur la planification en DE et donc le DJLT qui m'a été transmis à cette occasion. Mes macrocycles donc étaient les vacances scolaires. Je travaillais des thèmes différents sur les 3 entraînements et sans logique transversale. Je vous expliquerai un petit peu mieux sur la diapo d'après. Je faisais des microcycles qui étaient assez courts, de 4 entraînements simplement, et donc une répartition de 66% de techniques individuelles environ sur la saison et 33% de technico-tactiques. Alors, c'est pour ça que je note avant la philosophie d'action, parce que dans la philosophie d'action, dans le document que vous a présenté Christophe tout à l'heure avec les pourcentages, vous avez des préconisations par catégorie de répartition des apprentissages. Donc, la philo d'action est un document très complet, comme l'a dit Christophe, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations, et ces informations-là vont être assez importantes aussi pour vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir travailler en fonction de votre catégorie. Quoi qu'il en soit, voilà, donc moi, la répartition était la suivante. Alors, tu peux passer de diapo, Christophe, s'il te plaît. Donc voilà la planification dans son ensemble. Donc comme je vous ai dit, donc là sur la gauche, vous retrouvez les items que j'ai travaillés donc sur les U11 et donc qui ont été plutôt regroupés. En fait, chaque colonne correspond à une semaine d'entraînement. Donc les périodes en bleu, c'est les périodes d'évaluation. Et donc vous avez donc 3 couleurs qui correspondent en fait aux 3 types de séances. La séance 1, donc, qui était le lundi, j'avais fait le choix de ne faire que du travail autour du patinage, avec un jeu les 10 dernières minutes. Je l'ai retrouvé le lendemain, le mardi, où cette fois-ci, on faisait un rappel sur les exercices de patinage et derrière, on faisait plus un travail au niveau des mains. Donc, tout ce qui était maniement, lancer, passe, réception, etc. etc. Et l'entraînement en demi-groupe du mercredi ou du vendredi était donc plutôt axé sur la tactique individuelle ou le technico-tactique. Et vous voyez donc que je n'ai pas abordé la tactique collective, les principes de jeu collectif, je ne les ai pas abordés avant le mois de janvier. Donc je les ai abordés en match surtout avant le mois de janvier, mais à l'entraînement, je ne les avais pas abordés avant le mois de janvier. Voilà. Donc ça, c'était ce qui correspondait à cette planification-là. La diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais un document complémentaire qui allait un petit peu plus loin dans le détail et qui listait un petit peu plus tout ce qu'on retrouve dans le DJLT. Et à chaque fois en fait, que je travaillais un thème, j'allais noircir une case. Donc, ce qui me permettait de savoir un petit peu où j'en étais au niveau de chaque item et de voir sur quoi je devais aller bosser par la suite. C'est un document vraiment complémentaire à ma planification. Christophe, la suivante. Cette planification en fait, que je vous ai présentée, je l'ai travaillée de cette façon-là pendant 2-3 saisons et arrivé à la saison, à l'aube de la saison 2018-2019, en fait, j'ai voulu me réajuster cette planification. On avait changé un petit peu notre vision au niveau du club, on voulait quelque chose d'un petit peu différent. On avait mis le doigt sur certaines lacunes et on voulait accentuer sur certains principes de développement. Donc du coup, j'ai un peu ajusté ma planification. Et voilà en fait ce qui a changé par rapport à la planification d'avant, c'est-à-dire que
j'avais le même volume de joueurs, mais cette fois-ci, j'avais 1 heure de moins sur la semaine. Donc, du coup, j'ai gardé malgré tout les 3 heures par joueur. Donc, cette fois-ci, c'est la première fois où sur chaque entraînement, j'avais à chaque fois le groupe entier. Donc, les entraînements étaient répartis de manière presque idéale, on va dire, hein, puisque j'avais un jour de repos entre chaque entraînement. Donc, j'avais le lundi, le mercredi et le vendredi, avec toujours les hors-glace positionnés de la même façon, soit le lundi, soit le mercredi, en fonction des groupes de travail qu'on avait définis. Pardon, la nouveauté, c'est que j'avais rajouté du maniement en hors-glace, donc en basket avec crosse et balle en bois, 45 minutes par semaine le mercredi, juste avant l'entraînement. Donc je les prenais en demi-groupe. Ça m'a permis d'accentuer le travail de maniement et puis du coup de le travailler un petit peu moins sur la glace et de dédier ce temps à d'autres choses. Et j'ai trouvé, personnellement, j'ai trouvé cette démarche intéressante et puis voilà, les enfants ont bien répondu à la commande, donc c'était plutôt pas mal. J'avais 4 aides-entraîneurs à ma disposition, donc ce qui était mieux pour gérer cet ensemble de joueurs, voire peut-être voire même un 5e de temps en temps. Et ça m'a permis en fait de pouvoir avoir un rôle différent puisque j'étais moins impliqué dans la gestion d'un exercice et d'un entraînement et j'ai beaucoup plus chapeauté en fait l'entraînement. Je pouvais passer d'un atelier à l'autre pour m'assurer que le travail était fait en fonction de ce que j'avais noté sur la fiche et pouvoir donc gérer mes aides-entraîneurs. Et donc chaque aide-entraîneur, en fait, je faisais l'entraînement le matin, j'écrivais tout sur la feuille avec les points clés, etc., etc. Et tout était envoyé, scanné et envoyé par mail aux aides-entraîneurs en fait avant dans la journée. Donc comme ça, ils arrivaient, ils savaient quel exercice ils devaient faire et ce sur quoi ils devaient se concentrer. Au niveau des documents de référence, donc, je me suis toujours basé sur le développement du joueur à long terme, les macrocycles, les vacances scolaires. Ce qui a changé aussi, c'est pendant l'été, en fait, il y a un entraîneur québécois qui s'appelle Benoît Barbeau qui est venu en fait faire le stage d'été d'Amiens et avec qui j'ai discuté un petit peu des éléments de planification. Et j'avais eu une discussion intéressante avec lui, et notamment sur la façon dont il pouvait construire la planification et sur la façon de mettre en place une logique transversale entre les thèmes que je vais vous expliquer. Et là aussi, ce que j'ai mis en place aussi, c'est que cette fois-ci, les thèmes étaient similaires sur les 3 entraînements. Ça permettait que si jamais j'avais un joueur qui pouvait faire que 2 entraînements par semaine, et non 3, il voyait quand même les mêmes thèmes. Et voilà, il ne faisait pas l'impasse sur une thématique comme c'était le cas dans la planification d'avant, puisque c'était des thématiques différentes sur chaque entraînement. Et donc, cette logique transversale, en fait, c'était intéressant puisque lui, il partait du principe de ne pas écrire la planification sur la saison, mais sur des microcycles. Et de partir toujours de l'élément tactique, de principe de jeu collectif qu'on veut mettre en place, et d'aller chercher dans le technico-tactique et dans la technique individuelle les éléments qui vont être nécessaires à travailler et à arriver sur un travail efficace du principe de jeu collectif qu'on avait identifié et qui allait être abordé donc au milieu du microcycle. Donc un exemple concret, si au niveau des principes de jeu collectif, on était plutôt sur quelque chose porté sur l'offensive, du coup, la technico-tactique abordée allait plutôt être aussi au niveau du point de vue de l'offensif et donc sur un travail de coopération entre joueurs à l'offensive. Et la technique individuelle allait se concentrer plutôt sur le patinage avec palais, la passe, le shoot. Enfin voilà, mettre vraiment en une relation entre les 3 sous-familles et c'était assez intéressant. Les microcycles, je les ai augmentés un petit peu, donc je suis passé de 6 à 8 entraînements sur le même thème. Et je me suis beaucoup inspiré en toute transparence des exercices du SA Hockey. J'avais été assez séduit par la présentation qu'ils nous avaient fait au colloque de Nantes et sur leur façon de voir les choses, très ludique pour les petites catégories. Et, donc j'avais été chercher les exercices sur leur application Mobile Coach et j'avais tout téléchargé et j'avais catégorisé les exercices en fait en fonction de leur thème et à chaque fois que je construisais mon entraînement en fonction de ma planif, j'allais chercher les différents exercices dans cette base-là
et les adapter donc à mon contexte et à ma vision des choses aussi. Et donc, voilà, c'était assez intéressant. Au final, la répartition, elle colle toujours pas à ce qui est préconisé dans la philosophie d'action, qui est de 33% de techniques individuelles, 33% de technico-tactique et 33% de principes de jeu collectif. Mais là, ça répondait aussi à une commande de club où on voulait en fait mettre l'accent sur la technique individuelle parce qu'on trouvait qu'il y avait un petit manque. Donc, du coup, on a fait beaucoup plus de techniques individuelles que préconisé. Surtout au détriment des principes de jeu collectif, mais qui ont été largement abordés pendant les matchs. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré mettre l'emphase sur ceci. Voilà, je crois que je n'ai plus de diapo à moi derrière et que c'est à Christophe. Donc, je resterai à votre disposition pour des questions sur ces éléments-là quand on aura fini la présentation. Et je repasse la main à Christophe. Ok, c'est bon. Donc, un dernier petit point, je voulais parler de l'intégration des gardiens. Alors, ça ramène à un webinaire que j'avais fait au printemps dernier, qui avait été repris il y a quelques mois sur les webinaires nationaux, là, sur l'intégration des gardiens. Peu importe les catégories que vous encadrez, mais les grands principes d'intégration des gardiens dans vos séances, c'est de façon simple, c'est quand on parle de catégories où il y a un gardien, il y a un ou plusieurs gardiens dans les cages ou sur des ateliers, là, c'est de leur consacrer, l'idée c'est de consacrer 10 minutes par entraînement à votre gardien. Enfin, c'est-à-dire un exercice. Donc, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un exercice spécifique gardien sur vos séances. Hein. C'est juste de mettre l'emphase à chaque fois sur mettre une attention particulière à vos gardiens. Donc, c'est juste de pouvoir proposer un exercice qui va être dédié aux gardiens que vous allez annoncer, vous allez l'expliquer au gardien à chaque fois. Celui-là, il est pour toi. Ce sera sur tel thème. Préciser aussi aux joueurs, celui-là, il est expliquer aux joueurs que c'est aussi à destination des gardiens, cet exercice-là. Et ça va mettre le gardien en avant, ça va mettre un petit peu ça va sensibiliser les joueurs sur ce que vous voulez, sur la commande que vous allez passer, hein, puisque c'est quelque chose qui leur est destiné. Donc c'était un point assez important. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est important de mettre l'attention sur les gardiens, de pas juste les poser dans la cage et puis qu'ils soient là pour prendre des lancers sans comprendre ce qui se passe, et puis de les valoriser, et puis de les valoriser aussi vis-à-vis des joueurs, et que les joueurs aient aussi cette conscience de l'importance de leur gardien et de le prendre en compte. Donc, consacrer 10 minutes par entraînement, ça peut être, je vais donner 2-3 exemples parce que c'est plus concret. Ça peut être le premier exercice de lancer à l'échauffement, où une consigne très simple, plutôt que le gardien il soit très avancé puis qu'il échauffe ses bottes et son plastron, mais lui demander de se mettre un petit peu plus au fond de sa cage, hein, un peu plus à l'intérieur de son demi-cercle pour boucher un petit peu moins d'angle, et puis de travailler la précision de ses arrêts, ses yeux, ses réflexes. Et puis du coup, de l'autre côté, c'est de demander aux joueurs de travailler sur des lancers balayés, des lancers du poignet, mais pas spécialement des slaps, et puis d'aller chercher les gants des gardiens, pas tirer sur le gardien, mais d'aller chercher le gardien. Il va être un petit peu reculé, donc il va y avoir un peu plus de trous, donc d'aller chercher les endroits où le gardien n'est pas positionné pour les joueurs, eux, travailler leur précision de lancer, hein, être capable de mettre le palais où ils le souhaitent, et puis les gardiens
d'aller chercher les palets, descendre en papillon, aller faire des arrêts avec les gants là, et puis s'échauffer et travailler leurs habiletés, leurs réflexes, leur mobilité, leur vision du palais, le travail des yeux. Donc ça c'est un exemple hein, au niveau du petit atelier, petit exercice réservé aux gardiens. Ensuite, il y a l'histoire du patinage. Hein, donc les gardiens, là, ils doivent, je sais pas, ils doivent participer à tous les exercices de patinage. Ça se voit de plus en plus, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Un gardien, il doit être capable de faire les mêmes exercices de patinage que les joueurs. Si c'est des ateliers, si c'est des vagues ou des colonnes en début d'échauffement, eh ben, les gardiens, ils doivent participer à ces exercices-là. Il n'y a pas de raison qu'ils soient dans un coin à faire des pseudo-déplacements ou d'attendre leur tour dans la cage. Là, c'est participer aux exercices de patinage au même titre que les joueurs. Ils vont avoir un petit peu plus de difficultés sur certains exercices. C'est pas grave, ça va aller peut-être un petit peu moins vite, mais ils ont besoin de travailler le patinage de la même façon que les joueurs. Pareil pour les exercices de passe. On peut, alors il y a des exemples, mais si vous faites des petits exercices de passe à tiroir arrêté ou un petit peu en mouvement, là, les gardiens, il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas à ces ateliers-là. Ils peuvent être avec un joueur, ils peuvent être deux gardiens ensemble, mais on va demander aux gardiens d'être efficace avec sa crosse, d'être capable d'arrêter le palais, d'être capable de faire une relance, d'être capable de faire une passe. Donc, si on ne leur fait pas travailler, ça va être compliqué qu'ils soient performants avec leur crosse. Et donc, c'est les intégrer sur les exercices, les intégrer sur les exercices de passe avec les joueurs, ou pourquoi pas leur demander de démarrer un exercice avec une relance, ou alors mettre un palais derrière la cage qu'il aille l'arrêter, ou obliger le gardien, demander au gardien de faire une première passe pour démarrer un exercice. Et puis, il y a les 5 règles importantes là sur les consignes que vous pouvez donner à vos gardiens. C'est les 5 points clés. C'est voir et trouver le palais, se mettre en position de base. Le principe, il est le palais, à partir du moment où il a franchi la ligne bleue, le gardien doit être en position. Se centrer avec le palais, ce qu'on a dit être square, il faut être entre le palais et sa cage. Être en contrôle durant l'arrêt, ça veut dire ne pas subir. Un gardien qui se fait frapper le palais mais qui n'est pas en contrôle, c'est-à-dire souvent il est en mouvement, il n'est pas arrêté sur un lancer, le palais l'a frappé, mais il n'a pas du tout contrôlé son arrêt. Ça veut dire que il a subi le lancer ou il a donné un rebond qu'il n'a absolument pas maîtrisé. Donc ça fait partie des règles importantes. Et puis, dans la continuité, le contrôle des rebonds. C'est vraiment ce qui découle d'être en contrôle sur l'arrêt, c'est être capable de contrôler ses rebonds ou de ne pas donner de rebond du tout quand c'est possible. Donc les 5 règles du gardien de but là, importantes à dispenser à vos gardiens tout simplement pendant les entraînements et pendant les phases de match. Et puis, on va terminer avec, j'ai mis les liens là, les liens utiles où vous pouvez, si vous n'avez pas là, c'est où vous pouvez aller chercher les documents références, donc le guide fédéral de l'école de hockey là, et puis la philosophie d'action. Lionel fera sur l'enregistrement une capture, et puis vous pourrez directement aller chercher ces documents-là si vous avez besoin, avec le lien qui vous emmènera directement sur le site de la fédération où vous pourrez récupérer ces documents. Pour le DJLT, là, c'est si vous ne l'avez pas, il peut vous être fourni par juste à demander à nous les CTL, enfin à vos CTL ou à vos cadres techniques nationaux qui vous
qui vous fourniront ces documents-là. Ils ne sont pas sur le site de la fédération, mais ils ont été distribués en partie à ceux qui l'ont demandé, et puis ceux qui n'auraient pas encore ou qui ne sauraient pas comment l'obtenir, n'hésitez pas à demander à vos CTL ou cadres techniques. Voilà. Et ben on va terminer là-dessus. Donc, en vous remerciant pour votre participation. Merci Christophe. Merci Yann. J'arrête le. Non, laisse le document. Ok. Merci à vous. On va passer à la partie des échanges et puis des questions. Donc, moi, j'en ai noté, mais j'aimerais bien que les participants interviennent. Moi, j'ai noté sur l'intervention de Yann, à un moment, tu as dit il faut utiliser les outils. Dans ton expérience, pourquoi il ne faut pas réinventer la poudre? Voilà, moi, je trouve que c'est une notion importante à aborder. Oui, la question de dire, ta question Non, c'est quoi? Tu as dit il ne faut pas réinventer la poudre. Ouais. Et il faut utiliser les outils qu'on a à notre disposition. De ton expérience, pourquoi tu tires cet enseignement-là? Parce que avec le recul, je trouve que les documents qu'on a, que les entraîneurs ont à leur disposition maintenant sont. Alors le terme de suffisance, c'est peut-être pas bon parce que faut peut-être jamais se suffire des choses qu'on a, mais ils permettent au moins de démarrer, de faire quelque chose de concret qui tient la route. Et pour le démarrage, quand on commence à faire une planification, quand on fait une planification pour la première fois, je pense que c'est bien d'essayer de faire quelque chose qui ne dérive pas trop en fait des documents de référence. Réinventer la poudre, on va dire que ça revient, à mon sens, ça vient avec l'expérience. C'est-à-dire quand on a déjà éprouvé une planification, quand on a essayé de voir un petit peu si elle fonctionne, quand on commence à avoir des premiers retours sur une première idée de sa pertinence ou pas. Là, effectivement, on peut essayer d'aller chercher plus loin et d'essayer de se réinventer un petit peu parce que c'est important voilà, d'essayer d'évoluer dans notre sport de manière générale. Et là, oui, on peut aller chercher d'autres choses, ouais, effectivement. Mais c'est pour le début surtout. Tu vois, je pense qu'il y a suffisamment d'outils de base pour pas créer quelque chose de toute pièce. Après, il y a quelque chose qui peut être créé et qui peut être pertinent. Hein, c'est évident aussi. Avant de passer la parole à Loïc et à Guédan de Morzine, j'ai aussi, on a construit la philosophie avec Marco il y a quelques années, la philosophie d'action. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des difficultés pour intégrer ces documents? Toi, quand tu les reçois en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est difficile voilà, de les ingérer, de les digérer? Alors oui, dans une certaine mesure, dans le sens où je trouve qu'il manque en fait un document synthétique en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette démarche d'aller chercher les contenus dans un document, comment dire, le dosage là, les spécifiques, enfin tu vois ce que je veux dire, hein, le dosage de travail dans la philosophie d'action. Donc il manque un petit document synthétique par rapport qui regrouperait, je pense, ceci. Et donc oui, il faut prendre le temps de digérer les documents parce qu'ils sont très très complets et très exhaustifs. Mais une fois qu'on a fait cette gymnastique, après, enfin voilà, je pense que ça va assez vite. Mais je peux comprendre qu'un entraîneur qui recevrait pour la première fois ces documents-là, il lui faille un certain temps pour les appréhender. Christophe, tu voulais intervenir? Oui, après, c'est vrai que pour la philosophie d'action, là, c'est un document qui est très complet et puis qui parle de beaucoup de choses, entre autres une aide pour la planif, mais il faut aller chercher ce dont on a besoin pour la planification sur ce document-là, mais les petits tableaux sont assez bien faits en tout cas et assez simple à comprendre. Il faut juste aller chercher le document dont on a besoin sur ce document très, très complet de la philosophie d'action. Moi, je voulais juste justement revenir sur les documents de référence. Là. On se rend compte que
Alors effectivement, même, il y a rien de réinventé. Et puis on retrouve quand même plus ou moins les, les points techniques, les points clés types sur toutes les planifications selon les catégories. Il n'y a rien il y a rien de grands changements. C'est juste que il y a la possibilité d'avoir ces documents à disposition. Et je pense que c'est un gain de temps de se servir de ces documents pour préparer sa planification. À l'époque, à Rouen, on les mettait en place de toutes pièces. C'était long, c'était long à réaliser. Et puis tous les 2 ans, on essayait de réinventer quelque chose pour au final retomber toujours sur les mêmes choses. Et ces documents qui existent là, c'est, ils sont super complets, ils sont assez bien faits et c'est pour moi c'est un gain de temps, c'est un gain de temps pour préparer et peaufiner sa planification, mais se servir de ces outils qui sont déjà complets dans l'état et puis de se les approprier sans recréer un document de toutes pièces. C'était surtout ça ma réflexion. Ok. Je finirai là-dessus. Après, je vais passer la parole à Loïc et puis à Greg qui veut intervenir. Simplement, quand on a construit la philosophie, alors, Yann, c'est des exemples, c'est pas des critiques. Yann dit je me suis inspiré du SA Hockey. USA Hockey, ils ont 500 000 joueurs. Et puis nous, on en a 10 000. Donc, on peut nécessairement comprendre qu'on on soit pas, enfin, on fasse pas la même chose que USA Hockey. Et puis ensuite, quand on avait travaillé aussi, nous, notre état d'esprit, c'est de dire que la plus-value de l'entraîneur, une planif, comme tu le dis, Christophe, elle a, enfin, il y a pas, il y a planifier la progression d'un enfant. Par contre, ça, au Canada ou en Suède ou en France, c'est à peu près la même chose. Après, c'est comment on va le faire à l'intérieur. Et moi, je trouve, alors Marco pourrait donner son avis, mais moi, je trouve que la plus-value d'un entraîneur, elle est comment il va animer sa séance, comment il va faire le choix de ses exercices, comment il va corriger les enfants dans la séance, comment il va passer les points clés aux enfants, comment il va évaluer les enfants. Et effectivement, c'est l'idée de la philosophie, c'était de faire gagner du temps pour ce qui est de l'ordre du généraliste, qui correspond à notre contexte, et vous faire gagner du temps pour être, vous, très performant sur le terrain pendant l'entraînement. Parce que moi, je pense que la valeur ajoutée d'un entraîneur pour faire progresser un enfant, elle est là. Donc, c'était peut-être qu'il faudrait refaire une présentation de ces outils et puis de réexpliquer ou de redire une fois quels sont les fondements qui ont amené à la forme qu'ils ont pris. Je m'arrête là-dessus. Ouais, je veux juste réagir par rapport à ce que tu dis par rapport à USA Hockey. En fait, en toute honnêteté, ça a été aussi un moyen de gagner du temps pour moi, tu vois, d'aller chercher sur une base d'exercice déjà existante, Oui, même s'il a fallu que je les retravaille, etc. Et je me suis pas dit, si tu veux, quand je les ai eus, que c'était un manque, en fait, tu vois, de la part de la fédération ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que c'était là et j'avais aimé, en fait, la façon dont ils avaient appréhendé les choses. Et en lisant les exercices, je m'étais rendu compte que ça m'a permis, moi, de me renouveler en tant qu'entraîneur sur certains types d'exercices, comme sur comment travailler les duels, comment travailler la coopération, etc. Parce que les exos qu'ils mettaient en place, moi, ça m'a donné un regard neuf par rapport à ça, parce que je m'étais enfermé pendant des années sur quelque chose d'assez routinier, on va dire. Et les exercices du SA Hockey sont très bons, mais sont dans beaucoup de répétitions. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'activités. Oui. Elle est nécessaire chez nous, je pense aussi, naturellement. Donc, ce n'est pas des exercices à mettre à la poubelle. Mais je pense que au regard du volume d'enfants dont on dispose, on ne peut pas uniquement baser notre action sur de la quantité et du volume. Bien sûr. Et de la répétition. Et sincèrement, je pense que c'est votre action de transmission, de correction sur la glace qui est déterminante. Voilà, votre action d'entraîneur, pour nous, dans notre contexte. Je passe la parole
Ah, Loïc? Bonjour à tous. Salut Loïc. Donc, comme j'ai noté, moi je voulais juste savoir Yann, comment tu procédais, comment tu faisais tes tests en fait. Ouais. C'était sur un entraînement. Après, comment tu faisais par rapport à ça? Et puis pour Christophe, j'ai mis en commentaire, est-ce qu'une planification pour les gardiens est en cours, comme le DGLT en fait? Si on arriverait à faire une petite planification pour nos gardiens. Voilà. Alors, salut Loïc. La mise en place des tests, donc on avait travaillé sur une sorte de protocole de mise en place où on avait réfléchi à différents exercices. Il y avait six ou sept exercices en fait qui avaient retenu notre attention et qui recoupaient vraiment que c'était des tests de technique individuelle. Ouais. Ces tests étaient donc mis en place donc à 3 périodes. On a essayé de faire en sorte que les tests soient toujours répétés dans les mêmes conditions. C'est ce qui fait aussi la validité d'un test. Donc, à Amiens, on a 2 patinoires, donc c'était que ce soit mis en place sur la même patinoire parce que les distances n'étaient pas les mêmes, par exemple. On a essayé de gommer l'effet chronométreur aussi en essayant que ce soit toujours le même chronométreur qui chronomètre les mêmes tests, etc. Et donc, le but, c'était de les évaluer sur des périodes comme ceci, de remplir un petit tableau et puis voilà, de voir un petit peu, d'essayer d'interpréter ces tests avec, de voir comment évaluer la moyenne des chronomètres en fonction de la saison et de voir si l'écart type entre les différents joueurs se réduisait ou pas. Plus la moyenne réduisait et plus l'écart type réduisait aussi, plus on pouvait noter une certaine progression. Mais grosso modo, ouais, c'est ça. C'était des tests de patinage avec et sans palais. Ouais. Il y a la ligne droite, du slalom, du travail de croisée. Il y avait aussi des tests de maniement autour de plot, chronométrés, et des tests de précision. Tu dédiais tout sur un entraînement? Oui, on réussissait à mobiliser tout le monde pour dédier ça sur un entraînement. Quand on avait sur les catégories, on avait des volumes de joueurs qui étaient un peu moins importants, on dirait entre 20 et 30 joueurs. Parce qu'en fait, on travaillait, on faisait des ateliers sur la glace et du coup, les joueurs passaient d'un atelier à l'autre. Avec suffisamment de monde, on réussissait à passer ça en 1 heure, sinon au pire en 2 heures. D'accord, ok. Voilà. Et je pourrais t'envoyer les protocoles si tu m'envoies un petit mail, j'ai pas de souci. Je veux bien. Et alors, moi, j'ai bossé sur un document là qu'il faudra que je propose, qui est finalisé, on pourra avancer là-dessus. J'en parle à Lionel du coup. J'ai déjà préparé en tout cas moi un programme de développement sportif pour les gardiens de U9 à U17. D'accord. Donc à affiner, peut-être à mettre en forme un petit peu et puis à voir si c'est conforme avec les normes, avec ce qu'on va demander aux gardiens en France et puis sur notre ligne de conduite pour les gardiens. Mais il y a un document qui est pour ainsi dire prêt et puis qui pourrait assez rapidement être un document entre guillemets de référence pour les gardiens. C'est-à-dire en U9, il va falloir qu'ils travaillent ça et ça, et puis en U11, passer à tel ou tel autre point technique. Mais ça, c'est un programme sportif, programme de développement des gardiens de U9 à U17. La base est faite. Après, il y a juste à finaliser ce document-là. Parfait. Oui, j'avais moi mené une grosse réflexion là-dessus et puis j'avais pas mal avancé il y a 2 ans de ça. Ça fait un petit bout de temps que moi je l'ai finalisé en tout cas, mais que effectivement on n'a jamais échangé là-dessus vraiment. Bon, affaire à suivre alors. Mais oui, avec la Fédé. Je l'espère. Parfait, merci. Je t'en prie. Ouais, alors bonjour à tous, salut les gars. Moi, j'ai une question. Alors, Yann, tu l'as évoqué brièvement dans la présentation. Tu as parlé de quantité de travail pour améliorer un geste technique ou autre. Tu as parlé de 6-8 heures.
Mais est-ce que du coup, dans ta planif, tu fais du lien entre le geste technique et la quantité de travail qu'il faut, et aussi les intensités de travail auxquelles tu vas le demander, et du coup, euh, la quantification de ta charge de travail pour éviter les phénomènes peut-être de lassitude, de surentraînement, etc. Est-ce que ça, toi, tu as des outils qui te permettent d'évaluer ça? Alors, des outils non, mais j'ai essayé de faire attention et de varier les exercices où on travaillait de manière plutôt qualitative et de manière plutôt quantitative, donc où on mettait plus d'intensité. C'était une discussion qu'on avait eue notamment avec Marco au cours des sessions de DE. Et cette alternance de travail qualitatif et quantitatif donnait des choses plutôt intéressantes, de pouvoir s'attarder à certains moments sur certains types d'exercices, vraiment de prendre le temps d'aller dans l'analytique ou de décortiquer vraiment le geste et sur la façon dont on l'exécute. Et puis après, de leur faire du volume, quoi, de l'intensité et du volume. Et c'est vrai que là, je rejoins Lionel qui disait que les exercices du SAOK se prêtaient bien au quantitatif. Mais donc sur le qualitatif, on allait sur quelque chose d'un peu plus posé, ouais, effectivement. Mais d'outils vraiment pour évaluer l'intensité, non. Enfin, moi, je l'ai fait au ressenti en essayant de toujours varier ce principe d'alternance. Et le ressenti, c'était ton ressenti d'entraîneur ou un ressenti plutôt en interrogeant les joueurs? Ça a été un peu des deux, plus ça a été un ressenti collectif parce qu'en fait, on débriefait pas mal et notamment avec le responsable de l'atelier. Moi, je me posais en observateur et j'allais pas forcément lui parler pendant qu'il faisait l'exercice. Mais par contre, on débriefait pas mal au cours du microcycle sur comment s'est passé, ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, ce qu'il a ressenti. Et donc voilà, donc il y avait un échange par rapport à ça. Ok, merci. Merci Greg. Bonjour à tous. Donc moi je suis du club d'Amiens et donc du coup on a réalisé les tests très régulièrement et grosso modo on constate quand même une évolution des enfants. Bien sûr, il y a toujours un ou deux cas qui n'évoluent pas suite à une blessure, une absence répétée. Mais en règle générale, tous les joueurs ont une évolution. Et en fait, comment savoir si l'évolution est correcte ou bonne ou très bonne, voilà, pour quantifier ce résultat-là. C'est ça la vraie question parce que forcément, enfin, je pars du principe que si un enfant s'entraîne régulièrement, il peut que progresser. Mais comment quantifier et avoir un résultat ou pour savoir si on est vraiment sur la bonne voie, quoi. Alors, au niveau, à l'échelle du club, on va dire, il faut faire attention. En fait, puis Lionel, toi qui es rompu aux analyses stats, n'hésite pas à compléter ma réponse. Hein, mais moi, je me basais surtout sur deux enfin, sur deux marqueurs qui étaient l'évolution de la moyenne des chronomètres et de l'écart type. Donc, l'écart type, c'est la différence moyenne qu'il y a entre deux joueurs dans la catégorie. Si ton écart type il est très grand, ça veut dire que ta catégorie elle est hétérogène. Il y a beaucoup de différences de niveau entre les joueurs. Plus ton écart type il est réduit, plus ta catégorie est homogène. Donc là, ça veut dire que ton groupe progresse d'une manière globale, en fait, à améliorer d'une manière globale en fait, ses chronomètres. À l'échelle du club, c'est surtout sur ça en fait que je me basais pour évaluer la pertinence du travail qui est effectué. Après, là, quand je lis la question de Bruno et puis la tienne, en fait, la demande serait plutôt comment comment évaluer, comment se situer au niveau national, en fait. C'est ça.
Oui, enfin, après, ça peut apporter, je pense, des outils en voyant si d'autres clubs ont même pas forcément sur le temps, mais sur l'évolution en fait des chronos. Enfin, on Oui, s'en fiche qui est plus rapide que l'autre, mais c'est sur la progression du temps, quoi, en oui, fait. ouais, Ça ouais. devrait être Mais intéressant de savoir. pour ça, vous avez raison. Il faudrait, je pense, bah, de toute façon, il faudrait dans ces cas-là que tout le monde fasse les mêmes tests, en fait, Oui, pour oui, que ça oui. puisse être comparé. Aux Euh, mêmes périodes, si voilà, possible, c'est parce ça. que Il faudrait normaliser un protocole de test, en fait, et de pouvoir le décliner, comme tu dis, là, sur les mêmes périodes, au même moment, dans les clubs qui en seraient intéressés ou identifiés, je ne sais pas, mais hum, voilà. Je ne sais pas si Lionel, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Euh, c'est personnel. Moi, je crois pas beaucoup aux performances normées en temps. Je crois pas beaucoup au chronomètre. Hein, donc, D'accord. voilà, encore une fois, je pense que c'est votre œil qui est l'évaluateur. Euh, dans le DJLT, quand on a fait avec Marco, quand on a filmé les enfants en U9 en train de faire les gestes techniques, notre idée, c'était d'identifier toutes les difficultés qu'un enfant rencontrait dans la mise en place d'un geste technique. Donc, patiner, pour un enfant, il y a des défauts qui sont classiques, qu'on rencontre chez de nombreux enfants. Est-ce que ces défauts ne sont plus présents et est-ce que tous les points clés, euh, est-ce que les enfants parviennent à mettre tous les points clés d'un geste technique en place? Et pour moi, ça veut dire qu'à ce moment-là, le geste technique est maîtrisé. Euh, Après, c'est pas parce qu'il va patiner très vite qu'il patine très bien. Voilà. On peut patiner en vrac et notamment la morphologie des enfants chez les tout petits, si déjà tu es plus grand et plus fort, eh ben oui, tu vas patiner plus vite. Mais ça ne veut pas dire que tu glisses mieux, ça ne veut pas dire que tu pousses mieux, ça ne veut pas dire que tu recouvres mieux, par exemple, en patinant. Ça ne veut pas dire que tu utilises bien tes bras ou que tu es capable de ne pas utiliser tes bras pour patiner. Enfin, je trouve que le temps n'est pas une bonne. Pour moi, en tous les cas, le temps n'est pas un bon repère. C'est votre œil qui est le repère. Voilà. Et Euh, peut-être donc, pas que. est-ce que si dans la grille on dit un enfant doit maîtriser le patinage avant, le patinage arrière, tous les éléments techniques à tel âge, est-ce qu'il maîtrise ces éléments-là en mettant tous les points clés en place ou en faisant disparaître tous les défauts classiques dans la mise en place de ce geste technique? Euh, je ne sais pas si vous voulez compléter. Donc, la référence, on l'a. La référence de tous les gestes techniques, de pratiquement tous les gestes techniques, de tous les gestes techniques de patinage, de maniement, il est dans le DJLT U9. non, mais pour moi, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais ça, enfin, il faut pas se baser uniquement sur les tests, mais ça peut apporter une, une, cer- une certaine indication quand même, quoi. Enfin, Pour les, pour, ouais, pour les plus grands, hum, c'est peut-être, enfin, c'est même sûr que pour les plus grands, au-delà de 15 ans, on peut travailler sur de la performance normée, y compris en patinage, en vitesse de lancer. Voilà, on pourrait très bien envisager de normer la perf plus tard. Voilà. ok. C'est mon avis, hein, c'est pas la vérité non plus. Hein. C'est ce que je pense, moi. Jacques, tu veux dire un petit mot là-dessus? Après, je passerai la parole à Frédéric. Jacques, je vais te passer la parole. C'est bon, c'est à toi, Jacques. Ok, super. Bonjour à tous. En fait, pour à faire avancer la réflexion, par rapport à la catégorie 11, moi qui suis pas du hockey, je suis obligé d'abord rentrer dans les programmes, bien les connaître par cœur, on va dire, ou en tout cas les connaître ou y faire référence. Et puis une fois que je fais référence à ces programmes-là, je m'imagine par exemple entraîner, alors c'est pas le cas, mais en tout cas je m'imagine entraîner. Et je me dis que si je suis entraîneur sur le terrain, de quoi j'ai besoin? Finalement, j'ai besoin d'évaluer le niveau de maîtrise de mes joueurs. Alors prenons avant U13, là Yann t'a proposé catégorie U11. Si on prend l'exemple par exemple du programme catégorie U11 patinage et qu'on prend le départ face avant, départ avant de face, pardon. À un moment donné, j'ai besoin des critères pour valider si mon joueur, si mes joueurs ont acquis le départ avant de face, si c'est presque acquis ou si c'est pas acquis du tout.
Et ça, tout ça, ça correspond à la maîtrise d'exécution ou à la technique en fait qu'ont développé les gamins dans les différents items de la planification que vous avez faite avant. Donc en fait, si je me pose ces questions-là, c'est-à-dire qu'après, je vais me poser la question des points clés. Et si je connais bien les points clés, alors les points clés, si je peux en donner une définition on va dire de prof de PS, ce serait ce que je partage avec mes collègues comme étant les points techniques nécessaires pour que les gamins progressent. Mais je pense qu'il faut quelque chose de plus dans le hockey actuellement. On en discute pas mal avec Marco, on est pas mal dans la discussion à ce niveau-là. Puis après, on a un projet qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas développé là, mais dont on pourra vous parler. C'est que le point clé, de mon point de vue, il faut le transformer en critère de réussite en lien avec la catégorie et l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que c'est comment je traduis le point clé qui correspond au départ avant de face pour faire progresser, comme disait Lionel tout à l'heure, les défauts du gamin. Voilà. Et cette évaluation technique, cette évaluation de la maîtrise, ce serait intéressant d'en faire un document commun pour que finalement tous les entraîneurs de hockey sur glace aient cette référence. Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si les enfants ont validé leur technique individuelle, notamment en U11, du coup, ils ont peut-être besoin de gagner quelque chose. Alors, je prends l'exemple des ceintures de judo, des couleurs de gants de boxe. Ça pourrait être des crosses de couleurs. Donc, par exemple, un niveau cross orange pour des enfants U11, s'ils ont été évalués, et plutôt s'ils ont acquis des techniques individuelles que vous auriez mesurées. Et effectivement, moi, je suis plus pour, pareil, sur la validation d'un niveau technique que d'un niveau de performance. Alors par contre, ça peut être intéressant aussi en challengeant les gamins entre eux, parce que de toute façon, ils se hiérarchisent et on ne peut pas aller contre ça. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il faut jeter à la poubelle vos tests, on va dire, de chrono, mais le chrono n'est pas suffisant parce qu'il n'est pas suffisant pour nous. Alors, n'importe qui peut chronométrer et dire t'es le meilleur, t'es le moins bon, et on n'a pas besoin d'une compétence d'entraîneur hockey sur glace, mais par contre, n'importe quel entraîneur du hockey sur glace, à l'heure actuelle, doit être en capacité de mesurer et d'évaluer la maîtrise d'exécution, notamment sur le programme. Alors là, les U11, c'est de la tactique individuelle. Et du coup, si je peux me permettre, j'avais une question à poser à Yann. Si c'est possible, Lionel, dans le temps imparti. Vas-y, vas-y. Alors je vais la poser, mais elle est aussi à poser aux autres entraîneurs. C'est dans le diaporama, sur la diapo base commune d'élaboration, sur la base d'élaboration de la trame, tu parlais, Yann, d'évaluation. Et moi je crée le lien avec cette notion d'évaluation. Je voudrais savoir, toi, t'évalues quoi? Alors donne un exemple précis, parce qu'on ne peut pas tout balayer, seulement pour que les entraîneurs se mettent à ta place et pour qu'ils puissent construire dans leur tête cette base de connaissances. En gros, si t'évalues quoi, t'évalues comment et quel outil tu utilises. Parce que je pense que ce qu'on est en train de travailler avec Marco là, sur les crosses de couleurs, on n'a rien inventé, hein, on reprend ce qui existe et on essaye de définir des critères. Donc toi, t'évalues quoi, t'évalues comment et avec quel outil? En fait, on avait mis, quand je parlais d'évaluation, on avait mis en place les évaluations au niveau des chronos, comme j'avais parlé, mais ce que j'ai pas parlé, c'est on évaluait pardon, aussi au niveau de l'observable. On avait mis en place des grilles d'évaluation, en fait, un petit outil d'évaluation basé sur ce qui se fait dans l'éducation nationale, hein, avec la liste des items et trois niveaux d'acquisition, hein, acquis, non acquis ou en voie d'acquisition. Et on passait les entraînements en fait un petit peu en retrait. Donc ça se mettait donc ça du coup sur plusieurs entraînements pour pouvoir en fait observer les joueurs et cocher les différentes cases sur le niveau d'évaluation en fait pour chaque joueur. Et tout ceci a été retranscrit dans un petit livret. Et ce livret était présenté, en fait, on proposait aux parents de prendre un rendez-vous à deux moments de la saison, qui était la mi-saison et la fin de saison, pour pouvoir faire un point, remettre ce livret et voir un petit peu, faire un point avec le joueur sur où il en était dans ses apprentissages. Merci pour ta réponse. On est intéressé par ça, parce comme tu dis, on réinvente pas la poudre. Souvent dans les clubs, il y a de très belles choses. Lorsque c'est construit, on peut s'en inspirer fortement. Et puis, en fait, l'Institut permet d'homogénéiser pour faire en sorte que les entraîneurs réinvestissent après. Donc, si tu es d'accord, nous, on est preneurs. Oui, bien sûr. Voilà. Après, la question pratique, c'est la natation à Raleigh, quand il y a eu ces tests de maîtrise à Raleigh, il y a quelques années. Le judo, les gens n'ont pas râlé parce qu'ils ont été élevés là-dedans, d'accord ?
Mais ça a toujours été difficile au début, mais finalement ça se passe plutôt bien. Et l'intérêt qu'on a en tant qu'entraîneur, c'est que si on évalue les gamins U11 d'un club à un autre, on connaît à peu près le niveau de son club par rapport à d'autres clubs, et surtout le gamin il arrive à se situer, c'est pas inintéressant. Et surtout, vous entraîneur, vous allez parler le même langage. Et c'est ça l'enjeu derrière. Et en parlant le même langage, on arrivera à se concentrer davantage sur ce que disait Lionel tout à l'heure, enseigner sur l'enseignement, et puis sur voilà, voir les défauts et puis faire en sorte d'améliorer l'animation, la gestion, la conduite du groupe et puis l'évaluation des enfants. Merci Jacques. Merci à vous. Je vais passer la parole à Fred après, mais j'avais une question pour Christophe. Tu disais qu'il fallait faire participer, Christophe, les enfants, enfin les gardiens de but, aux séances de patinage. Là aussi, enfin, moi, je partage cette position. Et même, j'allais jusqu'à, enfin, quand on fait des stages U9, U11 avec les enfants du territoire sud-est, sur le stage U9, U11 qu'on organise, par exemple, les gardiens, je les équipe pas sur la séance du matin. Ils ne sont pas équipés en gardien et ils participent à tous les ateliers de développement des habiletés de patinage notamment, comme les joueurs. Donc, je ne sais pas pour avoir ton avis Les sur équipes, cette. ils ont leur patin de gardien. Ils ont leur patin de gardien, mais par contre, ils sont équipés en joueurs. Voilà, ils n'ont pas les bottes, ils n'ont pas les gants. D'accord. Toi, tu penses que c'est vraiment important d'avoir l'équipement de faire les mêmes exercices avec les équipements? Moi, je suis assez. Alors là, c'est vraiment ma position. À partir du moment où les jeunes sont gardiens, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, et puis qu'ils sont quand même à l'aise sur leurs patins et ainsi de suite là. Moi, je préfère les laisser dans leur contexte de gardien avec leur équipement. Ils vont devoir vivre avec, et puis ils vont devoir être aussi à l'aise avec leur gants de gardien, leur crosse de gardien et leurs bottes qu'un joueur pour patiner, pour réceptionner une passe, pour faire un lancer, pour se mouvoir. Donc moi, je préfère les laisser équipés. C'est comme voilà, quand je vois des gardiens enlever leur mitaine pour faire des passes ou des lancers, là, c'est rappel à l'ordre tout de suite. On dit bah non, tu remets tes gants et puis tu dois être capable d'utiliser ta crosse avec. Et tu penses que des ta petits mitaine. U9, tu penses que des petits U9, c'est pas les mettre en difficulté que de leur laisser leur équipement de gardien? Bah faut avoir un niveau d'exigence un petit peu moindre. Faut accepter qu'ils soient un petit peu en difficulté. Faut leur faire comprendre que ça va être un peu plus dur pour eux, mais ils doivent être capables de faire. Ils le feront moins vite. Ils vont être un petit peu plus en difficulté, mais ils doivent le. Pour moi, si on leur met pas, si on leur demande de faire avec un équipement de joueur ce qu'ils devront faire avec un équipement de gardien, on va reporter le problème. Il va falloir que de toute façon ils le fassent tôt ou tard avec leur équipement de gardien. Donc mon avis là, enfin ma position, c'est autant qu'ils se familiarisent le plus tôt possible à ces gestes techniques avec leur équipement de gardien. Ok, merci. Je vais passer la parole à Fred Beauchâté de Saint-Ger. Fred, je te donne le micro. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour Yann ou Christophe, qui étaient tous les deux à Amiens ou à Rouen et qui travaillaient avec un nombre de joueurs important, donc que ce soit U11, U13, U15 ou même U17. Quand on fait une planif pour une catégorie, par exemple pour une catégorie U15, donc U15 c'est souvent par niveau, est-ce que vous y avez une planification par groupe? C'est-à-dire s'il y a deux équipes U15 dans un même club, est-ce que c'est deux planifs différentes? Et après,
vous gérez la planification pour un enfant qui passe d'un groupe à un autre? Voilà. C'est une bonne question. Alors, au niveau de la double planification, alors, au niveau de ce que je faisais moi, je gardais une planification, et notamment sur la première que j'ai présentée, quelque chose de plutôt large, en fait. Et pour les deux groupes, je restais sur les mêmes thématiques. Mais par contre, oui, j'adaptais effectivement les sous-thèmes, je les adaptais aux différents groupes. J'allais un peu plus loin avec le groupe 1. Alors, c'était du coup des groupes de niveau, hein, pour répondre à ta première question. J'allais un peu plus loin avec le groupe 1 et m'attarder un peu plus sur d'autres éléments avec le groupe 2. Donc oui, même si la trame commune restait à peu près la même chose, voilà, j'avais des compléments de planification qui étaient différents en fonction des groupes, et je pense que ça peut être assez pertinent. Au niveau d'un enfant qui ferait un peu la navette entre les deux, c'est difficile, mais après, je pense qu'on ne peut pas non plus faire que du cas par cas. Et je pense qu'il faut qu'il s'adapte un peu au niveau. Enfin, je vais faire une lapalissade, hein, mais je pense qu'il faut qu'il s'adapte un petit peu au niveau où tu vas le mettre dans l'entraînement s'il navigue entre les deux. Et puis peut-être le positionner si tu sais que tu as des thématiques qui sont un peu différentes, ou des évolutions de thèmes qui sont un peu différentes en fonction de l'équipe que tu vas avoir à l'entraînement. C'est peut-être le positionner sur les endroits qui vont lui être le plus bénéfique. Moi, c'est de cette façon-là que je le gérerai. Je ne sais pas si Christophe, tu veux compléter. Oui, bah, c'est pareil. Enfin, en tout cas, à Rouen, là, c'était pareil, une seule planif. Je l'ai parlé des jeunes, là, mais effectivement, on travaillait par groupe, et puis moi, je mettais en place des groupes de niveau. Alors, sans identifier spécialement le niveau, mais je les classais par groupe. Tout le monde faisait la même chose, et puis selon le niveau des groupes, bah, j'insistais, j'augmentais les difficultés, ou je simplifiais l'atelier pour que les joueurs, pour que ce soit plus adapté aux groupes qui passaient sur les différents ateliers, pour travailler les points techniques spécifiques, mais pas de distinction de travail, en tout cas. Selon les groupes, ils faisaient tous la même chose, de la même manière, avec plus ou moins de complexité pour ceux qui étaient très à l'aise, mais pas de distinction. Ils aiment, enfin, en plus, on se rend compte que les enfants, même s'ils sont en difficulté, ils veulent faire comme les autres, quoi. Ils ne veulent pas avoir l'impression qu'ils ne font pas tout à fait la même chose parce qu'ils ont du mal. Vraiment, cette chance de beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes à Rouen, et donc pas mal de monde pour encadrer, cette chance-là d'avoir du monde pour encadrer, donc pouvoir faire des petits groupes, des petits groupes de travail, 6-8 maximum, et puis pour vraiment être précis sur les retours, les corrections, et puis tirer tout le monde dans le même sens. Voilà, pour ma part. J'espère qu'on a répondu à tes interrogations, Fred. Ok, ouais, merci. Merci Fred. Je vais passer la parole à Daniel de Damary Lélis. Daniel, Fred, tu fermes. Daniel, c'est à toi. Bonjour, bonjour pour tous. Moi, j'ai 3 questions. Première, je voudrais vous demander comment vous réagissez lorsque vous voyez que les joueurs n'ont pas compris l'exercice et que vous constatez que pour le comprendre, ils auront besoin de plus de temps pour ce que vous avez prévu dans la planification. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière d'entraîneur? Oui, beaucoup. Tout dépend en fait de l'importance que tu donnes à l'exercice. Bon, je pense que tout ce que tu peux mettre dans ta feuille d'entraînement est important, mais
moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur à un moment donné aussi de s'ajuster et puis de dire si ce point-là, il est vraiment prépondérant au moment de l'année où tu le travailles, c'est de s'attarder un petit peu dessus, de prendre un peu plus de temps. Enfin, je pense que ça nous arrive à tous en tant qu'entraîneur de mettre un nombre d'exercices sur la feuille et puis au final, à la fin de l'entraînement, il y en a un ou deux qu'on n'a pas fait parce qu'on a choisi sur la glace au moment, en voyant la réponse des joueurs, de passer plus de temps sur un thème qui nous semblait vraiment opportun à ce moment-là. Donc oui, moi, pour ma part, je pense que c'est une bonne chose de s'ajuster si on voit que la réponse à la commande n'est pas là. D'accord. Et la question numéro 2, comment réagissez-vous lorsque vous découvrez qu'il y a beaucoup d'erreurs, par exemple, dans les matchs, et que vous devriez travailler, mais vous avez autre chose de prévu dans votre planning, vous respectez toujours votre planification? Ça dépend de la catégorie. Sur les catégories de compétition où il y a peut-être des résultats qui sont plus ou moins attendus, on peut plus facilement, je pense, réajuster en fait ce qui est prévu dans la planification et essayer de travailler les éléments qui nous ont paru faibles, de tenir compte vraiment de ce qu'on a vu en match et de travailler ces éléments-là après sur l'entraînement. Sur les catégories de développement, je pense que c'est bien de s'en tenir au plan initial et à la planification, sauf si tu vois vraiment, si l'observation se fait sur les petites catégories, sur un détail technique qui semble vraiment criant, en se disant, bon, là, on est vraiment en retard par rapport à l'ensemble des équipes sur ça. Peut-être qu'on n'a pas mis assez l'emphase, on n'a peut-être pas insisté suffisamment sur ce point technique. Donc là, peut-être, oui, ajuster la planification. Mais pour les petits, ça serait vraiment, pour les catégories de développement, ça serait vraiment que sur les éléments techniques, voire technico-tactiques sur du U13, U11, quoi. Oui. Troisième, et comment préparez-vous vos exercices? Sont préparés jour après jour ou plusieurs jours, ou peut-être avant la saison? Ou c'est expérience qui est déjà dans l'année? Il y a beaucoup d'exercices que vous connaissez? Alors, chacun, je pense, a sa façon de travailler par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire, donc j'ai besoin de tout coucher sur la feuille et de les préparer vraiment en avance. Je prépare pas ma semaine en avance. Je préparais entraînement par entraînement. Vu que j'avais en plus sur la fin, je travaillais, je répétais les thèmes sur 6 à 8 entraînements. Donc du coup, je faisais vraiment une préparation par jour d'entraînement en repartant de ce que j'avais vu, observé, travaillé à l'entraînement précédent. Et donc ça me permettait de peut-être de faire évoluer les situations, les exercices, les simplifier, les complexifier. Voilà comment moi j'abordais les choses. Je ne sais pas si Christophe, tu avais une vision différente du truc. Non, pareil. Moi, je préparais à l'avance. Alors, je préparais pas pour la semaine, mais j'avais besoin de préparer mes séances à l'avance parce que ça me rassurait. C'était beaucoup plus clair, même si ça m'arrive souvent d'adapter, de changer un petit peu ou de m'ajuster parce que ça fonctionne pas ou que c'est un peu trop simple. Mais je prépare toujours à l'avance, mais pas sur un mois, pas sur une semaine, c'est entraînement par entraînement. D'accord. Merci pour l'explication et bonne continuation. Merci à toi. Merci beaucoup. Moi, je voudrais je trouve que toutes les questions qui viennent, les 4 questions qui viennent d'être posées, Fred et puis celle de Daniel, elles se rejoignent toutes. Et là aussi, je trouve que on voit bien que si on accepte d'appliquer les principes généraux, ça vous dégage peut-être du temps pour, ça doit vous dégager du temps pour peut-être aller plus profondément dans une planification sur quel exercice planifier en fonction des groupes de niveau qui se présentent à moi. Okay, là, on se dit, ouais, j'ai pas le temps, mais effectivement, comme le disait Christophe, faire une planification de A à Z, c'est extrêmement long. Acceptons les principes généraux et pour pouvoir rentrer plus dans le détail sur s'adapter au groupe de niveau, pas forcément mettre peut-être la même thématique, mais pas les mêmes éducatifs.
Les questions de Daniel, moi, elles me font penser, enfin, je trouve qu'il faut planifier des éducatifs ou des séances de rappel qui peuvent être favorables à tout le monde. C'est-à-dire un exercice simple, même s'il est maîtrisé par les meilleurs joueurs, il leur sera toujours favorable, enfin, en tous les cas, il leur sera toujours bénéfique. Et en même temps, ils permettront aux joueurs qui sont un peu moins bons de rattraper le niveau ou d'avoir un éducatif qui soit plus adapté à leur niveau. Moi, je pense qu'il faut tout planifier. Effectivement, ça c'est la personnalité de chaque entraîneur. Hein. Mais moi, je planifie tout. Alors, j'ai pas je ne gère plus un club, mais quand je fais un stage, tout est planifié de A à Z. Voilà. Et effectivement, tous mes exercices sont choisis, tous mes exercices sont prédéterminés. Comme le dit Christophe, il faut nécessairement se réajuster parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller un peu plus vite, un peu moins vite. Mais en tous les cas, j'essaye d'appréhender au mieux ou d'anticiper au mieux les difficultés que les joueurs vont rencontrer pour que ma planif, elle passe. Mais je planifie tout. Voilà. Par contre, je répète beaucoup aussi. Ça ne me dérange pas de faire plusieurs fois les mêmes exercices. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on accepte ces principes, qu'on accepte des principes généraux de la planif qui ne sont pas forcément très voilà, c'est important, mais c'est déterminant pour la progression du joueur, mais c'est pas important que vous y passiez beaucoup de temps pour plus correspondre, pour plus répondre aux problématiques de terrain que vous allez rencontrer tous les jours avec des enfants qui progressent plus ou moins vite et s'adapter plus à ce que vous rencontrez. Merci les gars, je vous laisse conclure. Merci beaucoup pour votre travail, pour votre intervention. Je vous laisse le mot de la fin ou juste dire au revoir. Oui, moi je vais juste remercier tout le monde d'avoir répondu présent là, et puis d'avoir assisté à cette petite présentation. Mieux, merci à tout le monde et pour vos questions et pour votre participation. Merci à vous. À la prochaine, il y a un autre webinaire mardi. Donc, on vous attend nombreux. Au revoir. Merci à tous. Bien. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.